Tu remarqueras que quand on est calé dans le sillon de certitude familière, tout changement d'angle de vue est perçu comme une atteinte personnelle, presque une violence. Certaines personnes portent leurs valeurs comme un étendard, un signe de reconnaissance, une sorte de borne à ne pas dépasser, voire parfois une marque de fabrique. Motivés par les mêmes ambitions sociales, ces êtres sont persuadés que la politique, ces lois actuelles, sont forcément conduites pour le bien des peuples, même s'ils les critiquent de temps en temps. Le plus souvent, ils restent persuadés que la meilleure façon de penser et passer dans ce monde consiste à avoir un bagage scientifique, économique, technique, ou religieux, et que le salut vient de ce côté-là. Enfin, ils entendent maintenir les apparences et, pourquoi pas, rester jeunes toute leur vie grâce à la fée progrès qui ne leur veut que du bien et les guidera vers une éternelle jeunesse et pourquoi pas vers le rêve d'une immortalité physique. Bon, d'accord, je vois que tu souris, c'est vrai, je caricature un petit peu, mais c'est un profil général dans lequel je suis sûr que tu reconnaîtras toi-même pas mal de personnes de ton entourage. Ces consentements à l'égard d'une forme pensée sont pour eux politiquement corrects. Pour moi, cela témoigne surtout, à vrai dire, d'une addiction aussi problématique que celle à la drogue dure, au sexe ou à l'alcool. Si la psychologie est compétente lorsqu'il s'agit de repérer des addictions individuelles, il existe aussi des addictions collectives à une doxa, c'est-à-dire à des opinions communes qui débouchent souvent sur une allégeance qui finit souvent, hélas, en soumission. Allégeance à quoi? Eh bien, à une institution, à un prince, à un prêtre, à un principe, à la science toute puissante ou à autre chose. Entendons-nous sur les termes, ce n'est pas la fidélité, ni le fait d'avoir des valeurs qui posent problème, bien sûr, mais la cristallisation de ces valeurs en soumission mentale et physique. Un ordre qu'un individu citoyen considère avec le temps comme acquis, comme incontestable et immuable, c'est là que pose problème, c'est là que le problème surgit. La répétition systématique d'un comportement psychologique ou social débouche sur une addiction. L'addiction peut concerner une idée, une tradition, une croyance, toute autre chose. Puis elle devient au fil du temps l'unique vérité. Cette unique vérité, c'est ce que nous ne parvenons plus à remettre en question et qui cause une déstructuration et dépression profonde de la personne à la seule idée que cette unique vérité puisse disparaître. La personne fera alors son possible pour la maintenir, même si elle constate qu'elle cause des dégâts et conduit à un malaise ou à de la destruction, voire à sa propre destruction. Le principe de l'unique vérité repose sur une addiction idéologique que l'on pourrait comparer à une calcification osseuse, c'est-à-dire le moment où le tissu se cristallise et durcit, parfois de façon irréversible et déformant le corps. Eh bien, le corps social est comme le corps humain. Il s'encrasse lui aussi et se déforme lorsque les croyances et les allégeances se cristallisent, durcissent et prennent des formes institutionnelles oppressantes et contrôlantes. À l'image d'un corps humain, mourant, puis revenant à la vie grâce à la génération suivante, un corps social calcifié par ses croyances, par des pensées uniques, a lui aussi besoin de renouvellement. Bon, cela étant dit, les formidables ne sont pas exempts d'allégeance, bien entendu. D'ailleurs, ils appellent de leur vœu une nouvelle cité à naître, qui demandera assurément une forme d'obéissance et un respect des règles. Cette cité en devenir ne trônera pas dans le pays des fées, et sa constitution ne sera pas issue du livre des merveilles. Il est certain que d'autres problèmes surgiront. Problèmes qui devront être résolus au fur et à mesure de leur apparition. Par contre, dans cette cité en devenir, les formidables espèrent se passer de la menace permanente des ogives, de l'influence d'industries devenues mortifères et superpuissantes.
de l'hégémonie écrasante des GAFAM, de l'influence incessante des lobbies sur les décisions politiques, de la place démesurée de l'écosystème financier planétaire de type BlackRock, du contrôle en sous-main des cabinets conseils payés des milliards pour expliquer au monde comment il faut marcher, s'asseoir, se soigner, faire pipi et lever la patate. Enfin, la cité virtuelle est formidable, a à cœur de changer le mépris envers la faune et la flore. Changer ce mépris en possible partenariat, écartant autant que possible évidemment la cruauté. Ok, nous ne sommes pas au pays des bisounours, et les citoyens de la formidable cité ne sont pas des seuls. Mais ils possèdent à différents degrés le minimum de compassion requis pour que la cohabitation entre les espèces se passe mieux qu'hier et aujourd'hui. Alors c'est formidable, c'est toi, ton voisin, ton ami, un membre de la famille, ou cet inconnu qui passe devant toi et que tu ne connais pas. En bref, je dirais que ce sont tous ceux qui se sentent otages du système politiquement correct, excessivement parasités par la corruption, produisant des lois iniques et injustes. Pour autant, entendons-nous bien, les formidables ne sont pas obligatoirement des révolutionnaires, juste des hommes et des femmes prêts, ici et maintenant, à bouleverser leur vie, à changer leurs habitudes, pour que le changement s'incarne plus vite sur Terre. Ils résistent au braquage de consentement comme ils peuvent, avec les moyens du bord, en conservant un quant à soi. Le quant à soi consiste à préserver un espace intérieur et protecteur, une sorte de bulle invisible où chacun continue de faire à peu près ce qu'il veut contre l'avis des donneurs d'ordre. Cette bulle de protection leur permet de pallier à l'inconfort d'une situation personnelle et sociale, mais aussi de prendre quelques distances avec l'épandage de peur orchestré par certains médias. Cette bulle protectrice se met en place aux grandes dames du gouvernement de la planète qui voudraient faire marcher l'humanité à leur cadence idéologique, économique et financière. Paraît-il pour le bien de tous, mais qui le croient encore. Confrontés aux interdits successifs, à un contrôle exponentiel dans tous les domaines, les formidables mettent en place quotidiennement des systèmes basés sur la débrouillardise, la solidarité, la rêverie, la créativité, la résistance passive ou la désobéissance civile. Ils sont les gardiens et les accompagnateurs de ce monde en révision qui ne sera plus jamais comme avant. Tu les vois parfois donner un coup de pied au panneau de signalisation de la doxa dominante, tenter aussi d'amener avec eux ceux qui sont prêts à changer d'angle de vue. Tu les reconnais au fait que, souvent, ils proposent des voies de sortie et de mieux-être. Oui, je comprends, je suis assez d'accord avec toi. J'ajouterais un peu plus poétiquement que les formidables sont des fleurs de vie au sein de leur communauté. Ils appartiennent à plusieurs générations. Ce qui les relie, c'est pas tellement l'âge, mais un champ de conscience basé sur des ressemblances entre eux, ne traduisant pas forcément des liens de parenté. Ces générations d'hommes et de femmes incarnent parfaitement cet enfant laboureur dont parlait la chanson de Barbara. Elle disait « Et je serai pour vous un enfant laboureur qui fait vivre sa terre pour vous offrir ses fleurs. » En ce qui me concerne, je les vois, c'est formidable, comme des fleurs courageuses capables de pousser dans une minuscule fissure de béton, de goudron ou de bitume. Ils vivent d'espoir, mais restent dans le discernement, jamais dans la naïveté. Et cet espoir leur permet de déplacer les pierres jusqu'à ce que la fleur en vienne. Si les fleurs meurent, elles reviennent toujours, paraît-il. Ce n'est pas moi qui dis, c'est aussi observable dans la nature. C'est peut-être ça le pouvoir des fleurs. Ce pouvoir des fleurs est immense. Tu verras le pouvoir des fleurs chanter en poésie dans l'une de ces chansons. Tu vois, je connais bien la variété française.